Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture de cet été, de l'été 2025. Il a été quand même chargé, en même temps pas du tout, mais j'ai quand même réussi à lire au début de l'été, ou en tout cas vers mai, juin. J'avais eu un énorme, mais énorme slump, et du coup je me suis dit, ouf, je prends déjà beaucoup de retard sur mon goal de lecture 2025, mais en plus je me suis dit, ça va être compliqué parce que j'avais comme d'autres goals pour faire des vidéos en plus, etc. Bref, ça m'a mis un frein. Je me suis rattrapée et j'ai lu 16 livres cet été. À savoir que quand je parle d'été, j'inclus juillet et août, bien que mon été avait commencé bien avant. Mais je me suis dit, 16 livres déjà pour 2 mois, je pense qu'on en a assez. La vidéo va déjà être assez longue comme ça. Donc écoutez, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer par One Golden Summer de Kelly Fortune, qui est son dernier livre, je pense son 4e. Elle en sort un en fait tous les ans, comme un peu Emily Henry. À savoir que j'avais lu Meet Me at the Lake, je pense il y a 2 ans, et ça avait été un flop mais monumental. Vraiment, j'avais détesté ce livre. Je comprenais pas la hype autour de celui-ci. Et là, je me suis dit, on va aller sur celui-là parce que je voyais que les reviews étaient bien meilleures. La couverture est, je trouve, sublime. Genre vraiment, j'adore les couleurs. Le bleu comme ça avec le jaune, j'adore. Et en fait, dans celui-ci, on va suivre Alice qui va passer tout un été au chalet. Et j'ai lu ce livre quand j'étais au chalet. Donc en fait, c'était parfait. Surtout qu'en fait, le chalet dans lequel Alice se trouvait était exactement dans la même région que là où moi j'étais au chalet. C'est dans une région en Ontario. Et autant vous dire que du coup c'était parfait parce que cet esprit avec la nature, avec les lacs, etc. Vraiment, on était en osmose avec ce livre. Je l'ai lu au bord du lac, sur le quai, et c'était, mais j'ai adoré mon expérience et je pense que c'est ce pourquoi je l'ai autant aimé. Je lui ai mis pour le coup un 4 sur 5. Donc, comme je vous disais, on suit Alice qui vient passer tout un été au chalet. Un chalet qu'elle connaît déjà. Elle y a déjà passé un été, il y a de ça, je pense, au moins une dizaine d'années. Sauf que là, sa grand-mère, elle vient de se casser la hanche et elle perd énormément de morale. Du coup, Alice se dit, ok, cet été, on reprend les choses en main. On va passer un peu de temps au chalet, ça va faire du bien à tout le monde. Et Alice en profite donc du coup pour en profiter, en fait, elle aussi. Et elle va faire la rencontre de Charlie. Et en fait, Charlie, c'est le voisin du chalet d'à côté. Et il a été embauché en fait par le propriétaire du chalet dans lequel Alice est pour s'occuper s'il y a des rénovations, s'il faut s'occuper des jardins, etc. Faire en sorte que la maison, elle est safe pour la grand-mère de Alice parce que elle s'est fait mal à la hanche, du coup elle a peut-être un peu plus de mal à marcher, etc. Bref, Charlie, il va être énormément là durant le séjour en fait d'Alice et de fil en aiguille, on a un beau lien qui va se créer entre les deux, un beau lien d'amitié et peut-être un peu plus. Pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Au niveau du smut, je pense qu'on est à du 3 sur 5. Il est cool, sans plus, mais honnêtement, je m'attendais pas non plus à plus, voilà. Donc ça a été honnêtement une belle surprise. La couverture, encore une fois, est super belle. Et j'ai hâte de lire le prochain livre de Kelly Fortune qui, je pense, sort en mai. La couverture de son nouveau livre a été dévoilée il y a très peu de temps de ça. Et franchement, j'adore. J'ai tellement hâte d'en découvrir plus. Ensuite, un petit livre français, j'ai lu Le Mystère horripique de David Fuenkinos. C'est un livre en fait qu'on m'a donné, donc j'ai pas choisi vraiment de le lire, mais ça m'intéressait parce que j'ai déjà lu Charlotte de Fuenkinos qui avait été un énorme coup de cœur. Je pense que c'est un de mes livres préférés de tous les temps. Je le trouve mais magnifique ce livre. Fuenkinos, je pense qu'on le connaît énormément en ce moment. Il fait quand même beaucoup de buzz depuis ces dernières années. Sauf que j'avais pas plus approfondi la chose. Je m'étais juste arrêtée sur Charlotte. Et donc quand on m'a en fait offert ce livre, je me suis dit c'est le parfait moment pour découvrir un petit peu plus cet auteur. Et j'ai été déçue parce que, mais je pense que je m'en doutais et quand j'y réfléchis, oui c'est logique, je retrouve pas cette plume de Charlotte. Mais Charlotte c'est quand même un livre qui est très spécial et c'est normal que je retrouve pas cette même ambiance, etc. Donc j'essaye de relativiser. Celui-ci, c'est ça, moi j'ai pas trop aimé, l'écriture était pas top, les personnages, les liens qu'ils peuvent avoir entre eux, le développement de ces derniers, franchement j'ai vraiment pas accroché, ça a été un 2,5 sur 5. Je suis quand même intéressée à lire d'autres livres de Fuenkinos parce que ça reste quand même un auteur phare et c'est quand même intéressant que je m'y intéresse un petit peu pour essayer de comprendre par-ci par-là, surtout que lui c'est pas un de ses plus connus. Je pense qu'il y a Vers la beauté qui est quand même assez connu et qui m'intéresse pas mal. Dans celui-là, on va suivre en fait le principe
un certain principe qui est la bibliothèque des livres perdus. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Il y en a une qui est créée en Bretagne et en fait, dans une section, il y a des étagères qui accueillent plein de manuscrits qui ont soit pas été en fait acceptés par les maisons d'édition ou alors juste des personnes qui ont écrit des livres et qui veulent se débarrasser d'un manuscrit. Et un jour, on a une jeune fille qui fait la découverte d'un certain manuscrit qu'elle décide donc de pitcher à la maison d'édition pour laquelle elle travaille. La maison d'édition accroche super vite au manuscrit, à l'idée le fait que ça soit un livre trouvé dans une bibliothèque à des livres qui n'ont pas trouvé leur place en fait sur Terre. Donc bref, ça fait beaucoup de bruit, ce fameux livre, et le truc qui fait beaucoup de bruit, c'est que ce livre, en fait, c'est écrit qu'il a été écrit par Henri Pic. Sauf que Henri Pic, c'est un monsieur qui est décédé il y a quelques années de ça. C'est genre un pizzaiolo qui n'aime pas la lecture, qui ne lit pas, sa vie, en fait, c'est sa femme et la pizzeria. Donc ça crée beaucoup de brouhaha autour de ce mystère. Et on a quelques personnages qui vont essayer de savoir est-ce que, en fait, cette histoire de Henri Pic, est-ce qu'elle est vraie en fait? C'est quand même super court, ça se lit très 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 facilement. La plume fait que c'est très fluide. Voilà, mais j'ai pas plus accroché que ça. Ensuite, un petit livre qui est très cosy et franchement c'est parfait, je vous le conseille pour tout ce qui est automne, etc. Et c'est A Witch Guide to Magical Innkeeping. Ce livre, 4 sur 5, j'ai adoré. On va suivre Sarah qui est la magicienne en fait la plus puissante d'Angleterre, sauf qu'un jour sa tante meurt. Et Sarah a la bonne idée de la ressusciter, sauf qu'en la ressuscitant, elle perd tous ses pouvoirs. Il en reste un tout petit peu, mais je pense qu'il y a genre 95% qui est parti. Et elle cherche donc à retrouver ce manque. Et en parallèle de ça, elle s'occupe de faire tourner l'auberge donc de sa tante. Donc en fait, c'est vraiment... on suit Sarah qui... s'occupe de l'auberge, essaye de retrouver sa magie, et en parallèle de ça, il y a un certain monsieur qui vient un petit peu bouleverser le quotidien de Sarah. Ce certain monsieur, c'est Luc, et Luc, en fait, il va pouvoir aider Sarah à retrouver ses pouvoirs, et il va rester dans l'auberge pour quelques jours, quelques semaines presque même, et de fil en aiguille, il y a une amitié qui va se former entre eux. Ils se supportent pas trop au début, mais c'est ça, il y a une belle relation qui se crée entre eux. Voilà, je vous dévoile pas plus, mais franchement, ce livre, tellement cosy, tellement parfait pour l'automne, c'est incroyable. On enchaîne avec le Tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris. Là, pour le coup, c'est un livre en fait qu'on m'a prêté, donc je ne connaissais pas, vraiment honte à moi, parce que ce livre est un classique du coup, surtout moi qui suis mes grandes fans de tout ce qui est Seconde Guerre mondiale. Voilà, écoutez, il passait à la trappe, je sais pas, mais voilà, je me suis rattrapée, je l'ai lu en 24 heures. Ce livre, alors oui, j'étais en vacances aussi, j'ai fait que ça, mais vraiment, il se lit à une vitesse, mais une vitesse, franchement, c'était impressionnant, vraiment, les pages se tournaient toutes seules. Néanmoins, gros flop de ma part, gros flop de ma part, j'ai pas aimé. En fait, j'ai pas aimé. La question est de savoir est-ce que c'est à cause de la traduction ou est-ce que c'est le livre en tant que tel, parce que c'est quand même un classique qui est super bien noté. Genre, je suis allée le voir sur Goodreads et j'étais comme, mais je comprends pas, moi ça a pas fonctionné. Vraiment, je sais pas. Moi, la plume, en tout cas, de la traductrice ou traducteur, je sais pas, ça m'a pas du tout plu. J'ai pas du tout accroché. Alors oui, ça se lit super rapidement, mais franchement, mais c'était plat. Franchement, zéro profondeur. Moi, j'ai pas compris la hype. Oui, c'était un petit peu intéressant parce que ça parle de Auschwitz. En fait, on va suivre Leil qui se fait enfermer en fait à Auschwitz-Birkenau et qui devient le nouveau tatoueur de Auschwitz-Birkenau, et donc il accueille les nouvelles personnes qui arrivent dans le camp et doit les tatouer avec leur numéro, en fait leur matricule. Et donc durant un de ses shifts, il fait la rencontre d'une jeune fille et tout de suite c'est le coup de foudre, et en fait il va tout faire pour la retrouver et vivre cette histoire d'amour au sein du camp. Alors oui, c'était super intéressant par rapport au camp, par rapport à cet aspect de tatoueur vraiment qu'on parle pas forcément dans nos cours d'histoire. Oui, là pour le coup j'en ai appris un petit peu effectivement, mais franchement autre que ça, j'ai trouvé ça plat, j'ai trouvé ça ennuyant, j'ai pas accroché au personnage. Je me sens un petit peu mal en fait de dire ça parce que, alors déjà peut-être que c'est la traduction et surtout que c'est une histoire vraie. Voilà, c'est une histoire vraie. Là, il a vraiment, vraiment existé, il a vraiment été tatoueur, il a vraiment rencontré l'amour de sa vie dans ce camp de la mort. Mais
la manière dont c'était raconté, j'ai eu zéro accro, franchement, et j'en suis même déçue parce que je me dis, tu sais, c'est vraiment l'histoire de quelqu'un, donc bon, je me sens un peu mal, mais c'est ça, c'était Tatoueur de Auschwitz. En vrai, je recommande parce que ça reste un classique, voilà, que j'ai lu, mais pour le coup, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, on a Promise Me Sunshine de Cara Baston. Là, pour le coup, 3,75 sur 5. C'était plutôt sympathique. Déjà, j'adore la couverture. Là, pour cet automne, je trouve que la vibe est comme parfaite. Les couleurs sont parfaites. Mais c'était peut-être un peu long à suivre. Lenny qui a perdu sa meilleure amie. Et en fait, sa meilleure amie, c'était bien plus qu'une meilleure amie. Tu sais, c'était une sœur, là, c'était comme une deuxième partie d'elle. Donc vraiment, son quotidien n'a plus de sens depuis que sa meilleure amie est partie. Elle est un peu à la dérive, elle travaille par-ci par-là, elle est plus capable de retourner à leur colocation. Vraiment, sa vie en fait, maintenant c'est juste un sac à dos. Elle passe ses nuits dehors à vagabonder dans New York. Bref, Lenny, elle a perdu un petit peu cette étincelle de la vie. Et en fait, elle va faire la rencontre d'un monsieur. En fait, ce monsieur, elle la rencontre parce que Lenny a un nouveau travail. Elle est censée être la nouvelle gardienne d'une petite fille. Et sauf que en regardant cette petite fille, elle fait la rencontre de Miles, qui est donc l'oncle de cette petite fille. Et Miles, il voit directement qu'est-ce qui se passe en fait chez Lenny. Miles, il sait que Lenny est en train de vivre un deuil. Miles en a vécu en fait des deuils lui dans sa vie, donc voilà, lui il se met dans la quête de aider Lenny à retrouver goût à la vie, et de fil en aiguille leur histoire va évoluer. C'était plutôt pas mal, voilà. Je dirais pas y aller pour la romance parce que oui, c'est quand même une très belle histoire, c'est pas le centre de l'histoire fondamentalement, donc voilà, soyez sûr de quelles sont vos envies avant de vous jeter dans celui-ci. Je recommande quand même, voilà, checker quand même les trigger warnings, etc. parce que c'était quand même assez sympa, peut-être un peu long à mon goût, mais ouais, Promise Me Sunshine, je suis quand même intéressée à lire d'autres livres de cette autrice. On enchaîne avec Ajisai de Aki Shimazaki, qui est son nouveau livre qui est sorti, je pense, il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Super court, bah, comme tous ses livres en fait. Super agréable à lire. J'adore, moi, ces mises en page de Actes Sud. Franchement, à chaque fois, j'adore. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils sont comme petits, très longs. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'adore. La couverture, en plus, est très belle. J'avais lu Semi de cette autrice, je pense, il y a 3 ans. J'avais beaucoup aimé. J'ai vu que Ajisai venait de sortir. Je me suis dit, ok, why not? On va y retourner pour découvrir un petit peu plus de cette autrice. Et c'était un flop. On va suivre Shota, qui est un étudiant. Et en fait, ses parents vont avoir pas mal de problèmes d'argent. Et donc, il décide de prendre une nouvelle job. Et il va aller travailler, en fait, pour une famille. En fait, il va loger dans la maison juste à côté de la maison des propriétaires. En logeant ici, il va faire la connaissance de Madame Oda, en fait, qui est une des propriétaires, qui est donc la femme, en fait, du propriétaire. Et directement, Shota, il tombe en amour devant Madame Oda. De fil en aiguille, ils vont créer une sorte de relation. Bref, je peux en dire trop parce que c'est quand même un livre qui se lit très très vite, donc on découvre très rapidement qu'est-ce qui se passe. J'ai pas aimé l'écriture, j'ai été déçue, j'ai trouvé que c'était plat, qu'il n'y avait pas de profondeur, j'ai pas retrouvé cette espèce d'atmosphère en fait que j'avais trouvé dans Semi il y a 3 ans. J'ai pas été transportée et c'est ce à quoi moi je m'attendais en pensant à Jisai, donc ouais, un peu déçue. Mon premier livre en fait de juillet, de cet été, c'était Bienvenue à la librairie Yonam. Là pour le coup, encore une fois, un livre qu'on m'a offert, donc c'est pas le genre de livre vers lequel j'irai. Les livres coréens, c'est toujours... rien d'écrire n'est pas la même, l'atmosphère n'est pas la même, le pace, tout ça, c'est pas la même chose. Donc j'y vais toujours avec un petit pied en arrière parce que je me dis, ouf, je sens que ça va pas accrocher. Grosse erreur, grosse erreur. Je pense que je m'étais tellement préparée psychologiquement à ne pas accrocher à l'écriture et à la plume, etc. que j'ai adoré ce livre. J'ai adoré ce livre. On suit en fait Youngju qui ouvre sa librairie un peu, pas vraiment à la capitale, on n'est pas à Séoul, on est un peu excentré à la campagne. C'est un peu le rêve de Youngju, c'est une fille qui adore lire, ça a été son goal en fait pour diverses raisons d'ouvrir sa librairie, d'ouvrir quelque chose à elle. De fil en aiguille, donc, elle se rend à quel point en fait ouvrir une librairie, garder en vie une librairie, c'est quelque chose de très compliqué parce que les librairies, aujourd'hui, les librairies indépendantes, bon, c'est quand même assez précaire et donc elle trouve des idées,
elle trouve des idées pour laisser en vie en fait ce projet qu'elle a. Elle ouvre un café au sein de la librairie, donc elle va faire la connaissance de d'autres personnes parce que il va falloir qu'elle embauche un barista. Puis aussi, on a toutes les personnes, les réguliers qui viennent prendre un café, qui viennent lire, par exemple, tous les mardis pendant 2 heures avec leur café. Bref, il y a énormément de liens euh, qui se lient entre tous les personnages. Et ce livre, mais quand j'y pense, il était tellement authentique. Il y a énormément de leçons de vie. Et j'ai adoré ça parce que franchement, il venait à pic. Moi, dans ma vie, il venait à pic. Le fait qu'on me l'ait offert, en plus, j'étais comme, ben, tu sais, genre, merci, parce que j'y serais pas allée autrement. Et franchement, beaucoup de leçons de vie, une écriture qui est lente, mais qui est très agréable. C'est doux. En fait, c'est super doux. Je pense, encore une fois, pour l'automne, c'est parfait. Le café est décrit, mais d'une manière t'as envie de boire du café. En fait, t'as envie d'aller chez ton café préféré juste après. Donc, franchement, mais j'ai adoré. Ça a été un gros coup de cœur de ma part. Il tombait à pic. Il tombait à pic. Donc, écoutez, je vous le conseille. Checkez quand même, genre, la quatrième parce que je sais que ça va pas tenter tout le monde. Mais pour le coup, moi, ça a été une excellente surprise. On enchaîne avec Ouvrons les armes quand elle sèche de Baptiste Beaulieu. Est-ce qu'on peut parler de cette couverture? J'adore cette couverture. Je sais pas pourquoi, j'adore les couleurs. Le orange comme ça, franchement, j'adore. Ne pas juger le livre par sa couverture, nanana. Si. Moi, je vois ça, moi, j'ai envie de l'acheter. Écoutez, le titre aussi m'a énormément appelé. Je me suis dit, oula, ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. C'est français en plus. Je sais pas, ça a piqué ma curiosité. C'était une belle surprise. Sans plus, ça se lit super facilement. C'est fluide. C'est genre un TGV. C'est un TGV, tu le lis direct. Ça finit avec un 3 sur 5. Voilà. De l'humour. Beaucoup d'humour, du dérisoire, humour noir, etc. Un humour qui relativise en fait la vie. Celui-ci en fait on va suivre Jean qui est un infirmier si je me trompe pas. Non en fait pas du tout, il est médecin, c'est un médecin et ça fait longtemps que Jean il a pas versé une petite larme. Pourtant Jean il envoie des vertes et des pas mûres, hein. Le nombre de patients, les réguliers ou non, des personnes qui viennent pour X raisons plus ou moins graves en famille, comprendre l'importance d'avoir un médecin, le lien qui peut être créé avec un médecin. Franchement, ça a parlé de divers sujets, bien que ça restait avec vraiment au cœur médecin, relations, etc. C'était très intéressant. Je me rends compte à quel point être médecin, c'est pas aussi simple. Oui, tu fais des études, tu fais des longues études et après tu es médecin et tu gagnes beaucoup d'argent, c'est plus que ça. C'est plus profond que ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Franchement, c'est le genre de livre que je recommanderais genre à ma maman, etc. Voilà, genre je trouve que c'est parfait. Donc, je vous le recommande vivement là pour la fin de l'été. Puis même pour tout ce qui est cadeau de Noël, on n'y est pas encore, mais je trouve que ça, c'est quand même assez sympathique. On enchaîne avec un petit livre et grosse déception. Petit livre mais grosse déception, on a Lettre au père de Franz Kafka. C'est mon premier livre de Kafka. Alors oui, je sais, je suis pas la meilleure pour les classiques. Mais voilà, je me suis dit, écoutez, on va commencer par un livre qui fait moins de 100 pages. Et j'ai trouvé le principe super intriguant de ce livre aussi. Donc en fait, c'est Kafka qui écrit une lettre à son père. Chacun a sa relation avec sa figure paternelle. Mais c'est une relation qui peut être plus ou moins assez tendue. Des fois, tu sais pas trop quoi dire, comment agir, etc. Un peu l'impression de marcher sur un fil, puis à tout moment tu tombes. Bon, voilà, c'était un petit peu ça la relation de Kafka avec son père. J'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, ok, à quel point est-ce que ça peut résonner, cette lettre que Kafka écrit à son père, à quel point ça peut résonner avec nous aujourd'hui, la relation qu'on peut avoir avec notre père en fait. Ce principe, j'ai beaucoup aimé. C'était court, mais à la fois en fait très très long parce que c'est une lettre et évidemment que c'est logique, mais c'est continu. C'est une écriture, mais qui est continue, qui ne s'arrête pas, il n'y a pas de pause. Il y a des points au moins, mais disons que les paragraphes sont énormes et c'est juste Kafka qui débite.
qui débite à son père. Donc voilà, sur le principe, j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai eu énormément de mal à rester concentrée dessus. Vraiment, de l'écriture, la manière dont c'était dit, donc c'était mis en page, etc. Ça me perdait. Ça me perdait, je décrochais et j'avais du mal à me remettre dedans. J'étais pas forcément du coup intéressée. Donc bref, pour moi, c'était un flop. À voir si je lirai d'autres livres de Kafka. Et on enchaîne avec Le Mage du Kremlin. Encore une fois, c'est un livre qu'on m'a prêté. On me l'a pitché en mode ouais, c'est ce comment Poutine est arrivé au pouvoir. Et j'étais genre, donne-le-moi, je suis intéressée. Dans l'ensemble, je pense que c'est un 3,5 sur 5. Voilà, c'était sans plus, très intéressant. Mais voilà, c'est pas non plus révolutionnaire. On va suivre ce comment un petit peu Poutine arrive au pouvoir, arrive à qui il est aujourd'hui. Et c'est grâce à l'ingéniosité de Vadim Boranov, qui est une personne qui a réellement existé, mais pas sous ce nom-ci. C'est une histoire qui raconte donc des faits réels, avec quelques subtilités qui ont été échangées et qui rendent un peu ce livre avec un petit peu de fiction, parce que ce monsieur Vadim a réellement existé, mais c'est ça, sous un autre nom. En fait, on apprend à travers un livre qui se lit de manière très fluide, qui est écrite de manière très simple, parce que là on pourrait se dire ok, ça va parler de politique, ça va te parler de Poutine, etc. Ça va utiliser des mots compliqués, pas du tout. Franchement, c'est super accessible et j'ai beaucoup aimé mon expérience. Franchement, ça m'a intéressée à en apprendre plus, notamment sur l'URSS, parce que c'est de nombreuses fois mentionné sur le fait que la Russie est quand même un pays assez spécial, la manière dont les personnes pensent, la culture, etc. Ça vient de l'URSS avant, puis comment le pays a été souvent gouverné, etc. Donc je suis extrêmement intéressée à en apprendre plus. Honnêtement, il était super intéressant ce livre. Du coup, je vous le recommande. Ensuite, on enchaîne avec La vie rêvée des hommes de François Roux. Et là, pour le coup, vous savez, quand je parlais de couverture, on juge pas, hahaha, j'ai acheté ce livre parce que la couverture est, mais je trouve, mais sublime. Cette, cette photo, et je l'adore. Elle me transporte, en fait. J'adore. Et je vais juste vous lire une phrase pour vous donner une petite idée de genre de quoi parle ce livre. Elle est tirée de Goodreads. Elle dit La vie rêvée des hommes ou la chronique historique et intime de la condition homosexuelle. Puis sur la quatrième de couverture, ça dit La vie rêvée des hommes se dresse comme une chronique intime et historique de la condition homosexuelle à travers les époques. Et c'est exactement ça. Ça a été une très belle surprise. Dans l'ensemble, on est sur un 3 sur 5 parce que c'était pas non plus un coup de cœur. On va suivre Stanley et Paul en fait qui vont se connaître lors de la libération après la Seconde Guerre mondiale. On a un soldat américain, Stanley, et un soldat français, Paul, qui vont vivre le temps d'un soir en fait, ou peut-être de quelques jours, une histoire d'amour foudroyante. Vraiment, ils tombent en amour, ils passent des moments intenses. Et sauf que Stanley doit retourner dans son pays, la guerre est finie. Et sauf que chacun ne va pas oublier l'autre. Et pour le coup, Paul, en fait, lui, c'était un petit peu sa première histoire homosexuelle. Ça a été un petit peu son déclic. Stanley, ça a été son déclic. Et donc, en fait, on va suivre après Paul toute la relation qu'il peut avoir par rapport à lui-même, par rapport à sa sexualité, etc. Parce qu'on est encore dans une France, voilà, entre 1945 et 2025, il y a eu de grandes choses qui ont été faites, mais on s'entend que ça n'a pas été très simple. On a des épisodes comme le sida qui sont cités, qui sont super intéressants par rapport à ça. Bref, c'est vraiment l'histoire en fait de Stanley et de Paul à travers les époques, vraiment de 1945 jusqu'à de nos jours, vraiment. Et j'ai trouvé ça mais super intéressant. J'en ai appris beaucoup plus par rapport à l'homosexualité selon les époques. On s'attache quand même pas mal à Stanley et à Paul. Franchement, ça a été une très belle découverte. L'écriture est très belle également. Et encore une fois, cette couverture, je n'ai pas les mots. J'adore. Dernier livre papier. Et après, j'en ai 3 en e-book. On y est presque. J'ai lu le 3e livre de Accomplished the Villain. Ça, c'est une trilogie. C'est faux. C'est vraiment une série. Je pense qu'il y a le 4e tome qui va sortir sûrement l'année prochaine. C'est une de mes séries préférées. Je dirais en tout cas phare. J'aime beaucoup cette série. Donc celui-ci, le tome 3 est sorti il n'y a pas longtemps. Là pour le coup on est dans un univers fantastique, beaucoup de magie, des sorciers, des vilains, les gentils, les méchants, c'est surtout ça, des dragons, des grenouilles qui parlent, bref. C'est très loufoque et vraiment j'adore, beaucoup d'humour. On a une histoire d'amour qui prend beaucoup de place, qui prend peut-être trop de place
dans ce troisième tome, je vais pas vous le cacher. Pourtant, je suis fan de romance, voilà. Mais on dirait que c'était un petit peu long dans ce troisième tome. Dans l'ensemble, celui-ci, un 3 sur 5, ce qui est assez décevant parce que les autres, je pense qu'on était sur du 4, 4,5 sur 5. Donc, ouais, lui, c'était un petit flop. Peut-être un tremplin pour le tome 4 qui va être incroyable. Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans celui-ci, on suit Evie qui devient un jour l'assistante du plus grand vilain qu'il existe. Evie, c'est une petite humaine qui est genre hyper lambda, entre guillemets, un petit peu innocente, même très innocente. Et on a à côté Tristan, qui est le super vilain. Et il se retrouve avec cette nouvelle secrétaire qui est... tu sais, qui aime chantonner, qui aime bien s'habiller, qui aime les choses super sucrées. Puis après, t'as Tristan, c'est vraiment le chat noir, quoi. Genre, il fait la gueule et tout, mais petit à petit, elle va réussir à craquer sa carapace. Je précise, oui, il y a beaucoup de romances dans ce troisième tome. Vous attendez pas à du smut. Voilà, il n'y a pas de smut. Je pense qu'il y en a dans celui-ci. On est sur du 1,5 sur 5. Voilà, c'est pas incroyable. Je préfère préciser, parce que romance n'égale pas forcément smut. Par contre, en parlant de smut, j'en ai lu un avec beaucoup de smut. Et ça s'appelle Morning Glory Milking Farm. Le titre, déjà, est horrible. Il est horrible, voilà. J'y allais, je peux vous le cacher, j'y allais pour le sweat, voilà. On est là sur une romance avec un monstre. J'allais dire monstre, c'est pas un monstre, c'est un minotaure. Mais genre, je sais plus comment on appelle ce type de romance. Celui-ci, 2 sur 5, c'était un flop. J'y allais pour le smut, pas tant de smut que ça, mais en même temps, si. Il était très sexuel parce que, en gros, je vous explique. On suit Violette. Violette, elle a une nouvelle job dans une ferme. Alors là, on se dit, c'est super, tant mieux Violette, tant mieux pour toi. Sauf que cette ferme, elle est un petit peu spéciale. Voilà. Cette ferme, elle accueille des minotaures, en fait, qui viennent se faire traire. Je vous dirais pas, ils viennent se faire traire quoi? Ils viennent se faire traire une certaine partie de leur corps parce que leur semence est genre un médicament ou n'importe quoi. Je sais plus c'est quoi. C'est un truc genre bullshit. Et donc, c'est un vrai job. Tu sais, genre, techniquement, le truc n'est pas sexuel parce que c'est comme traire une vache. Sauf que là, c'est un minotaure et tu traites pas la même chose. Bref, je vais pas m'attarder dessus. Je vous donne vraiment le synopsis très vague comme ça. Puis un jour, elle rencontre un minotaure qu'elle traite. Ça se passe super bien pour les deux. Et voilà, le minotaure, il revient et il se lie d'amitié. Et voilà. C'est ça l'histoire. Pas autant de smut que je ne l'aurais pensé, surtout vis-à-vis du synopsis, je vous le conseille pas. Bien que c'est quand même une expérience assez intéressante. En vrai, je vous le conseille, parce que c'est quand même quelque chose. Mais j'en garde pas un souvenir de fou, hein. Ça me fait plus rire qu'autre chose. Je suis en train de regarder quel autre livre j'ai lu sur ma liseuse et j'ai lu The Dragon's Bride de Katie Robert. Katie Robert qu'on connaît pour... je suis en train de checker ma bibliothèque. Où est-ce que je l'ai mis? Neon Gods. Voilà. Qui est quand même assez connu. Là, The Dragon's Bride, j'étais encore dans ce mood où je voulais une romance un petit peu loufoque. Voilà. J'ai été servie. Pour le coup, j'ai pas aimé. Je sais pas combien je lui ai mis. Je pense qu'on est aussi sur du 2 sur 5. Franchement, c'était de la merde. C'était de la merde. Voilà. Pour vous résumer très très gros, c'est une romance entre une humaine et un dragon. Je pense que si je juste dis ça, ça suffit. Ça suffit. Mais c'est ce que je voulais. C'est un peu un mariage forcé, kind of. Puis ce dragon, en vrai, c'est quand même un cutie pie. Il est quand même pas si pire. Est-ce que je le dis? Quand même. Quand même. Parce que moi, on me l'a vendu comme ça. Il en a 2. Je vous laisse imaginer. Il en a 2. Voilà. Ok, on passe à autre chose. Et pour finir, j'ai lu Face Off, qui est le premier tome dans la série 10 Stars. Là, on est sur une série romance ok. Très classique, bien qu'il y en a plein qui vraiment, c'est genre leur série favorite. Moi, il faut savoir que tout ce qui est ok, ma série favorite, on est plutôt sur la série Windy City de Lee Stamford. Je pourrais mourir pour cette série. Là, c'était un petit peu bof. On est sur du 3,5 sur 5, pas pire. On a quand même des bonnes scènes de smut. Voilà, il y en a une en particulier. En fait, en règle générale, mais la première scène de smut, c'est genre...
ok, je m'attendais pas à ça. J'étais surprise, mais très positivement, en fait. Dans ce livre, on va suivre Amy, qui est une joueuse de hockey, qui est en fait la première joueuse de hockey en NHL. C'est pas le cas dans la vraie vie, la NHL c'est que pour les hommes, mais là c'est fictif. On intègre donc une nouvelle équipe, et dans cette nouvelle équipe, il y a un certain joueur avec qui, disons, il y a des débuts compliqués. Ce certain joueur, c'est Maverick, et donc c'est le capitaine de l'équipe de Washington. Je pense que c'est Washington. Voilà, il y a beaucoup d'attirance entre les deux. En même temps, ils s'aiment pas trop, mais en même temps, vraiment, mais ça flirte. Mais ça flirte. Oh là là! Il y en a tellement du flirt, j'ai adoré. J'ai adoré. Ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Mais c'est ça, jusqu'au moment où la tension finit par éclater. Voilà, ils cèdent à la tentation. Là, ils se disent, c'est un coup d'un soir, inquiète-toi pas, c'est juste pour évacuer la tension. Vlad pas que c'était pas un coup d'un soir. Ils ont essayé une fois, ils veulent remettre le couvercle. Voilà. Donc, ils remettent le couvercle. Je suis après à voir comment ça évolue, quoi, leur relation. C'était pas fou, c'était pas fou. Quelques moments, j'étais comme, oh, pas mal. Sinon, c'était pas incroyable. Mais je suis quand même intéressée par lire la suite de la série plus tard. Franchement, je vous le conseille, mais je vous dirais plutôt d'aller voir la série Windy City de Lee Stamford avant. Et on en a fini. Donc, 16 livres 17, 15, je sais plus. Environ 16. Ça a été un très bel été au niveau livresque. J'ai très très hâte pour l'automne. Il y a énormément de sorties, que ce soit côté France, mais aussi côté tout ce qui est anglophone. Donc j'ai extrêmement hâte avec l'automne, franchement, mais ça te donne envie de lire, mais tellement. Et je vous disais que j'étais dans un reading slump, ce n'est plus le cas. Vraiment, mais j'ai une envie mais de finir, mais de lire le plus possible. J'ai beaucoup de temps en plus devant moi, donc je vais en profiter pour faire ça. Et sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous. J'espère qu'elle a bien été. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Et sur ce, bonne lecture, bonne journée, bonne soirée, bon appétit, tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Bye!